Sud Radio C'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français et surtout bon dimanche de Pâques à tous. On va parler justement de chocolat aujourd'hui, cette nouvelle génération de jeunes chocolatiers, des passionnés qui n'ont pas peur d'innover dans le chocolat, mais surtout avec cette volonté de revenir à l'essence même du chocolat, à la simplicité dans le chocolat. Et par ailleurs, vous le verrez, une volonté d'avoir un environnement qui soit le plus qualitatif, le plus éco-responsable. C'est un bonheur de les recevoir en studio. On commence tout de suite avec notre premier invité. Sud Radio, c'est ça la France. Avec Marc Chinchol, l'instant cacao chocolatier torréfacteur. Bonjour Marc. Salut. Alors on le disait à l'instant, vraiment tout est fait à la main. Il y a une volonté justement on est vraiment au sens même de l'artisan. Vous avez la plus petite chocolaterie de France, est-ce qu'on peut le dire ? De France, je sais pas, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui est caché dans un placard quelque part à faire son chocolat. Mais voilà, moi je sais que en plein cœur de Paris, voilà, j'ai 14 mètres carrés pour produire et 9 mètres carrés pour vendre. C'est ça. Alors moi j'avais noté effectivement 21 mètres carrés, une vingtaine de mètres carrés pour la production, pour la vente. C'est vrai que c'est pas énorme, mais ça vous permet, vous y arrivez quand même. Vous avez de quoi torréfier sur place. C'est ça. En fait, je fais absolument toute la partie production de chocolat. Donc j'ai même mes sacs de fèves qui sont dans la partie boutique et j'ai ma matière première et je fais tout de A à Z ici. C'est ça. Alors, vous aimez être au plus près de la fève. Il y a un mouvement, d'ailleurs, on entend de plus en plus parler, un bean to bar. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce chocolat bean to bar ? C'est vrai que c'est revendiqué de plus en plus par des artisans. Mais en fait, le bean to bar, c'est tout simplement, du français, c'est de la fève à la tablette. Donc, en gros, on achète les fèves de cacao directement au producteur, puis on les travaille pour les transformer en chocolat, puis faire des tablettes pour pouvoir les revendre aux clients. C'est une expression qui est née aux États-Unis, c'est ça ? Absolument, dans un garage. Voilà. Alors, c'est vrai, mais il faut le redire à nos auditeurs, c'est que la majorité des artisans, des chocolatiers français, on va dire plus de 90% d'entre eux, si ce n'est 98, 19, j'en sais rien, mais en tout cas, la grande majorité travaillent ce qu'on appelle des couvertures, enfin, ils achètent leurs couvertures de chocolat, donc des pastilles en fait qu'on va faire fondre. C'est ça. Alors que vous les fabriquez. Exactement. On va dire qu'il y en a, la majorité des chocolatiers travaillent avec des couverturiers, donc qui font, eux, en amont, en fait, qu'on fait nous, directement en boutique. Ouais. L'un des plus connus, d'ailleurs, c'est Valrhona, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir en studio. Alors, expliquez-nous comment vous fonctionnez, vous. Vos fèves, vous les sélectionnez de quelle façon ? En fait, moi, j'ai quelque chose de très strict. Je demande toujours 1 kilo de fèves pour faire des tests en amont, pour que je puisse voir la qualité de la fève. Et dans un deuxième temps, si ça passe, on va dire le premier test, je rentre en contact avec le producteur et j'essaye de travailler avec lui pour prévoir quelle quantité de fève je peux avoir. C'est quoi une fève de qualité ? Alors pour moi, en fait, je travaille énormément au feeling. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a un potentiel dans la fève, qu'elle me parle, en fait, je vais avoir envie de la travailler. Mais avant, faut que je sache ce qu'elle renferme, ce qu'elle me cache, comment je vais la dompter, en fait. Alors là, on peut le dire que c'est le rush, parce que vous êtes vraiment Pâques, c'est autant Noël. Noël, c'est vrai qu'on achète beaucoup de chocolat, mais d'autres cadeaux. Mais Pâques, c'est vraiment consacré au chocolat. C'est peut-être la période la plus importante pour vous en tant que chocolatier. Eh ben, c'est moins important que Noël, mais c'est totalement différent. Voilà. En fait, à Noël, c'est surtout souvent la même chose. C'est des petits bonbons, c'est des petits coffrets festifs. C'est vrai. À Pâques, c'est des sujets de Pâques. Pour moi, c'est un peu ma saison préférée parce que c'est là où on s'amuse le plus. On fait de la créativité, on fait des petits sujets. On fait les choses une par une, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier ? Parce que vous étiez maquettiste, vous, dans un secteur complètement différent avant de devenir chocolatier. Alors, en fait, le maquettisme, on travaille avec du PVC, du plexiglas, et la chocolaterie, on travaille avec du chocolat. Niveau matériaux, en fait, il y a à peu près une même sensibilité dans les matériaux. C'est Sauf assez qu'il y en a proche. qui se mangent et l'autre non. Mais en termes de créativité, vous voulez dire que du coup votre passé de maquettiste vous aide aujourd'hui dans la création de vos tablettes ? Pas que les tablettes, mais par exemple les sujets de Pâques, le collage j'aime beaucoup faire en sorte que le collage n'apparaisse pas, parce qu'en maquettisme, si on voyait le collage, la maquette était ratée, parce qu'il n'y a pas des gros collages sur les façades des bâtiments. Donc voilà, c'est un peu le même aspect. C'est-à-dire que moi, il faut que ce soit impeccable, tout lisse, tout beau. Mais alors, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de tout quitter pour vous former à la pâtisserie, au chocolat et vous lancer dans cette carrière d'artisan chocolatier torréfacteur ? Et en fait, depuis que je suis tout jeune, le premier métier que je voulais faire, c'était pâtissier.
Et après, à force quand je suis retourné faire mes études de pâtisserie après les maquettes, je suis tombé dans le chocolat et là, c'est pareil, c'était dans l'amour, on va dire. J'ai tellement adoré le contact avec la matière, la façon de la travailler que j'en suis jamais ressorti. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on va, je pense, découvrir auprès de vous, vos parcours respectifs de ces artisans justement qui sont ces bean to bar, ces chocolatiers bean to bar qui sont passionnés de cette matière première. C'est vraiment ça, quoi. Il y a un amour pour ça, il y a un plaisir. Finalement, vous voyez pas le temps passer. Comme je le dis, quand on tombe dans la fève de cacao, on n'en ressort pas. Alors, voilà. vous avez créé votre première chocolaterie à peine quel âge? Vous aviez quoi, 25, 26 ans 25 ans. 25 ans. Alors, on commence par quoi? Quand on a l'idée, on se forme, on sort de sa formation, et alors après, là aussi, vous êtes entrepreneur, c'est un autre métier que vous avez appris du coup sur le terrain. Oui, clairement. Disons que j'ai été conscient très tôt que je voulais être mon propre patron, faire mes créations, c'est-à-dire que je voulais vraiment pas être bridé. C'est-à-dire que moi je veux faire mes folies, on va dire, avec le chocolat. Donc j'ai fait beaucoup d'économies pour pouvoir tout simplement créer ma boîte, parce que si on n'a pas d'économie, c'est compliqué. Donc très jeune, dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je mettais de côté. Et aujourd'hui, quel bilan vous dressez ça fait combien d'existence? Ça fait quoi, 3-4 ans que l'entreprise existe? 2 ans et demi. Oh là, je vais un peu vite, moi. 2 ans et demi, alors quel bilan vous dressez après 2 ans d'existence? Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu les jaunes, il y a eu quelques petits bâtons dans les roues, on va dire. Mais j'ai beaucoup de retours très positifs. C'est des fidèles qui viennent, peut-être. Beaucoup de fidèles, c'est ça, qui viennent. Oui, je commence à avoir une qualité, une quantité de gens qui reviennent, des habitués. Ouais. Et maintenant, j'ai constamment quelques petites ruptures dans mes tablettes, parce que dès que j'en fais une, il y en a une autre qui disparaît, donc je refais celle qui a disparu, puis j'en ai une autre qui redisparaît, etc., etc. Donc c'est assez marrant. Du coup, les gens, ils ont un peu des cycles, mais ça leur permet de découvrir aussi d'autres tablettes en attendant que la leur revienne, etc., etc. Alors, quelles recommandations faire pour ceux qui voudraient venir chez vous goûter vos chocolats à cette période de Pâques? Mais écoutez, le chocolat, ça rend heureux, et moi, j'en ai plein. Mais est-ce qu'il y a un produit phare qui peut peut-être nous initier au chocolat? Alors, les tablettes de chocolat, en fait, c'est quand même des tablettes que les gens n'ont pas l'habitude de déguster. On est extrêmement loin des tablettes qu'on peut trouver en grande surface, donc du coup, c'est intéressant de redécouvrir le chocolat. C'est vrai, vous avez raison qu'en grande surface, en général, c'est des tablettes qu'on utilise pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Mais voilà. Mais on redécouvre, parce que j'imagine que la recette, elle est différente de celle qu'on trouve en grande surface. Absolument. En fait, par exemple, on m'a dit il n'y a pas longtemps, mais votre chocolat au lait, il a autant de cacao qu'un chocolat noir qu'on utilise en grande surface pour faire de la pâtisserie. Ouais. Je dis, oui, mais bon, voilà, moi, c'est mes ingrédients, c'est mes façons de faire. Voilà, chacun trouve ses goûts, on va dire. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Alors, j'aimerais quand même essayer de trouver un endroit pour agrandir un peu, parce que je commence à avoir un petit peu de mal à produire pour tout le monde. Donc, la prochaine étape, c'est trouver un lieu un peu plus grand? Juste pour produire, parce que comme j'ai créé un site internet lors du premier confinement, on va dire que je commence à avoir beaucoup de mal pour produire et pour la boutique et pour le site internet. Ça vous permet d'avoir une concheuse un peu plus grande, une broyeuse un peu plus grande? Oui, aussi, un petit peu. Alors, pas énormément plus grand. Je veux rester vraiment le côté artisanal, oui. Artisan de proximité. Merci beaucoup Marc Chinchol. Instant cacao, chocolatier torréfacteur. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de travail avec cette période de Pâques. Donc vraiment, je vous souhaite également un bon dimanche de Pâques à vous. Et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer votre métier, Marc Chinchol. Merci à vous. Je retourne à mes moulages. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Allez, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec un autre artisan là aussi passionné qui a choisi, qui s'est reconverti dans le chocolat. Et oui, on a de plus en plus d'artisans qui ont eu une première vie avant et qui sont tombés dans ce chocolat et qui ne veulent plus en sortir. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée aujourd'hui à ces artisans chocolatiers, cette nouvelle génération de jeunes chocolatiers qui ravissent nos papilles. Et on reste dans l'univers parisien, mais vous savez qu'aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus de frontières, on peut commander nos chocolats dans la France entière avec un autre passionné. Sud Radio, c'est ça la France. Nicolas Rosier-Chabert de chez Plaque. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Alors vous aussi, vous êtes un véritable passionné de chocolat. Pendant une trentaine d'années, vous avez parcouru le monde comme ça à la découverte des chocolats du monde entier avec votre femme d'ailleurs. C'est vraiment une histoire de couple, c'est une histoire de famille. Oui, avec Sandra, parcouru le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, avant tout Paris. On a Déjà Paris. tous les chocolatiers parisiens. Et notre expertise elle était plus sur le chocolat. Et on trouve beaucoup de chocolat à Paris avant. Plus qu'on ne le croit. Oui. Et du très bon. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous aussi, dans le chocolat? Parce qu'on écoutait Marc Chinchol, lui qui a la plus petite chocolaterie de Paris, et peut-être même de France aujourd'hui, qui est un véritable passionné. Vous, c'est pareil, et cette envie de... On parlait du bean to bar. Vous aussi, vous allez chercher cette fève que vous travaillez dans votre atelier. Oui, ce qui est intéressant, c'est de travailler la matière première, et c'est ce qu'on a voulu tout de suite avec Sandra, quand on a découvert ce chocolat qui est issu plutôt de marques outre-Atlantique. On a découvert ça au Québec, aux États-Unis, une autre façon de faire le chocolat, très épuré, très simple et au plus proche de la fève de cacao. Et quand on a eu cette émotion dans la bouche, après avoir connu tous les chocolatiers français, on se dit mais pourquoi c'est différent? Qu'est-ce qui est... Et là, on a commencé un parcours qui effectivement nous a amenés au Venezuela, au Pérou, enfin sur les plantations. Ah, donc il y a eu quand même pas mal de voyages. Pas autant qu'on aurait souhaité parce que le Covid nous a un petit peu arrêtés, mais oui, ça passe par les plantations et ça passe par une initiation vraiment sur le cacao. Donc c'est parti d'une redécouverte de ce chocolat. Oui, il y a un mouvement qu'on appelle effectivement le Bean to Bar qui est issu de toute cette mouvance craft américaine. Donc ils ont réinventé un artisanat sur le café, sur la bière avec les microbrasseries et ils sont attaqués après au cacao. Ils sont venus en France. Les chocolatiers français leur ont dit, en gros, le chocolat, c'est secret. C'est secret. C'est notre tambouille. Débrouillez-vous. Ils ont fait test and learn. Ils ont revisité en repartant à la source, vraiment avec les plantations. Ils ont la chance d'être juste à côté des plus beaux pays producteurs, du Pérou, du Venezuela, de ce genre du Belize. Et ils ont travaillé avec les producteurs et ils sont mis à tester différentes choses et ils ont réinventé en utilisant des toutes petites machines. Et c'est là la vraie révolution. C'est ce qui permet des gens comme Marc ou moi-même de travailler à l'échelle d'un sac. C'est-à-dire c'est des petites machines qui viennent d'Inde. Au début, c'est pour faire du curry. Ils les ont un peu boostés et c'est des meules en pierre et ça permet de faire un sac de cacao qui fait 60 kilos. J'arrive à faire à peu près la même quantité en chocolat. Et ça, c'est vraiment une échelle toute petite. Ouais. Et ça nous permet de travailler de manière très fine et donc sac par sac et de goûter sac par sac. Et ça vous permet aussi, sans être issu d'une famille de chocolatiers, de vous lancer dans ce secteur-là. C'est vrai que dans les métiers, dans ces secteurs-là, c'est souvent des familles. Et les recettes se transmettent de génération en génération. Ça peut être parfois un peu fermé. Donc là, ça permet justement à des passionnés comme vous d'y aller, d'avoir le matériel pour c'est deux choses qu'on apprend assez vite. C'est que d'abord, on n'apprend pas à fabriquer le chocolat en France. Les CAP chocolatiers, après, le cuisiner, ce que disait très bien Marc tout à l'heure. Fondre sont des fondeurs, des sculpteurs. C'est très technique. Mais fabriquer le chocolat, soit c'est par la famille, par une entreprise, quelqu'un qui vous apprend à faire ça, soit on apprend tout seul. Et nous, on a eu la chance de rencontrer, il y a une des plus grandes expertes au monde, et on le sait peu et pas, est une Française qui a fait tout son parcours initiatique en Amérique du Sud et a accompagné ce mouvement américain dans les années 2000-2010. Et c'est elle qui nous a appris, parce que c'est pas très compliqué, c'est une cuisine à base de 2 ingrédients. En tout cas, nous, la manière dont on le fait, qui est très épurée, c'est juste la fève, le cacao et le sucre. Rien d'autre, pas de lécithine, pas de beurre de cacao ajouté, pas de vanille, pas de sel. Alors souvent on dit que le beurre de cacao c'est le liant, c'est ce qui permet de donner le croquant à la tablette. Et là, il n'y en a pas besoin. Non, en fait, on a essayé, et ça c'est une contrainte qu'on s'est donnée parce qu'on trouve qu'en bouche ça donne plus d'intensité, de ne travailler qu'avec la matière grasse qui est naturellement dans la fève. Ouais. Donc quand on l'extrait, cette matière grasse, ça devient du beurre de cacao. Et ça c'est un processus industriel, généralement c'est des grosses presses industrielles, mais nous, on essaye de faire avec la matière grasse qui est naturellement dans la fève. Donc, ça donne un chocolat qui est moins gras et qui est surtout beaucoup plus intense en goût. C'est ça l'intérêt, c'est la longueur en bouche qu'on va chercher. Donc, ce côté 2 ingrédients, ça apporte un vrai fruité, une vraie intensité. Et ça s'apprend, effectivement. Cette cuisine
toute simple, c'est une émulsion, hein, le cacao, le sucre, comment on les mélange, comment on les torréfie, ça se joue sur très peu de choses, hein, le conchage, la torréfaction, mais il y a une quantité de possibles assez... Mais vous l'avez pris comment, vous, en regardant des tutos Non, justement, avec cette Française dont je vous parlais, qui s'appelle comment d'ailleurs? Chloé Doutre-Roussel. Ouais. Avec vous, on découvre d'ailleurs des nouveaux métiers. Donc, c'est une spécialiste du chocolat, connue dans le monde entier, qui a parcouru justement le monde à la recherche des meilleures fèves de cacao. Exactement, et elle nous a appris, quand je l'ai rencontrée, on était au début de notre découverte du secteur, on avait cette envie, elle nous a dit, bon bah, si vous voulez vraiment Nicolas et Sandra, il faut venir 2 semaines au Venezuela, je vais vous faire visiter la plantation et je vais vous... mettre à disposition mon laboratoire et on va faire du chocolat. On va apprendre à goûter les fèves. Et c'est vrai que Sandra et moi, on avait une vraie expertise en dégustation de chocolat, parce qu'on connaît on en consommait une tablette par jour et des meilleurs chocolatiers. Donc, vous étiez des vrais passionnés et vous aviez vraiment un palais qui était développé à ce niveau-là. Oui, et on estime que c'est vraiment aujourd'hui notre légitimité, puisqu'on n'est pas du métier, mais on est des vrais consommateurs. Donc le chocolat, on connaissait intimement, mais le cacao... Non, la première fois qu'on goûte une fève de cacao, on est dans un univers... C'est à quel goût d'ailleurs? C'est assez amer. Si c'est pas torréfié, c'est pas très bon. Donc la première chose, c'est d'apprendre à juger. Qu'est-ce qu'une bonne fève de cacao? Parce que c'est comme c'est une cuisine très simple. Le plus important, c'est d'avoir la meilleure matière première. Et c'est vrai qu'on a la chance, et Chloé nous a donné accès à ces filières qui nous permettent d'aller trouver les cacaos les plus rares, les plus sophistiqués, les plus complexes au monde. Et savoir les juger, savoir les trouver, c'est le travail de sourcing. Il y a un petit processus. Et justement, le travail de Chloé, d'essayer de faire qu'au niveau international, on ait les mêmes critères objectifs pour juger des cacaos qu'on a pour le café. Par exemple, un café, ça a une note. Et tous les torréfacteurs de café disent mon café que j'ai acheté, il vaut tant. Dans le cacao, ça reste... Il y a de plus en plus quand même de cacao de grand cru. Hein. On marque bien la qualité du cacao. Voilà, la quantité de cacao dedans, enfin le pourcentage de cacao. Alors oui, mais faut rester assez expert pour savoir. Oui. Je mets au défi quelqu'un de savoir le pourcentage de fèves de cacao par rapport au pourcentage de beurre de cacao et être capable de me dire c'est quoi les autres ingrédients dans une tablette. C'est souvent pas évident à lire sur une composition, mais ce qui est sûr, c'est que le monde du cacao va vers de plus en plus de qualité, la qualité de la fève. Parce que le pourcentage, à la limite, si c'est 75% de mauvais fèves de cacao... c'est vrai. Bon. Alors, vous avez quand même une plaquette devant vous, là, de chez Plaque. Oui. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour qu'on puisse admirer la couleur de ce chocolat? Parce que vous nous donnez envie depuis tout à l'heure. 2 ingrédients uniquement, savoir maîtriser cette fabrication, partir des meilleures fèves de cacao, que l'on puisse au moins admirer. C'est l'avantage de la radio filmée. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais vous décrire ce chocolat. Alors, déjà, ce petit papier, je tiens à le préciser, c'est aussi un papier, je crois, sans papier. Hein. Vous voulez être aussi éco-responsable jusqu'au bout. Oui, c'est éco-responsable. On appelle ça une glacine et c'est totalement recyclable. Ça ressemble assez au vieux papier des philatélistes de timbre et c'est quelque chose qui nous permet d'emballer et de protéger parce que c'est vrai que l'emballage c'est clé dans le chocolat, il faut le garder, son odeur parce que c'est comme du beurre, ça absorbe toutes les odeurs environnantes, c'est sensible à la température, donc l'emballage, ce double emballage nous permet de garder Alors, quand on la voit, on ressemble à une tablette classique mais très foncée, qui a une belle couleur, elle brille légèrement. Et là, 2 ingrédients uniquement. Oui, ça se voit. En fait, c'est qu'en bouche. Et là, c'est fine d'ailleurs. Oui, c'est l'épaisseur assez idéale en bouche pour pouvoir bien sentir les arômes, déguster de manière idéale. Après, c'est en bouche qu'on sent vraiment la différence. La couleur, c'est une indication, mais qui est... c'est comme un vin. Faut le sentir. On peut la casser, le bruit peut être intéressant, selon la température, ça va être différent. Et après, c'est vraiment en bouche, il faut laisser fondre. Et la longueur, il y a une première note, une deuxième note, il y a une longueur et ça peut faire révéler. Et le même cacao peut révéler en fonction du pourcentage de sucre, un arôme ou un autre. Vous nous faites rêver là, Nicolas. On n'a qu'une envie, c'est de le goûter, ce chocolat. Avec plaisir. On va le goûter tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Plaque. Plaque que l'on peut retrouver donc sur le site internet, plaque.com, j'imagine. Plaque Chocolat. Plaque Chocolat. PLAQ. Voilà. CHOCOLAT.
Ça, c'est très bien important de le préciser. Merci beaucoup de nous avoir raconté avec autant de passion ce métier de chocolatier. Merci. Je vous souhaite également un bon dimanche. Merci. Un bon dimanche de Pâques. Et nous, on va vite se retrouver tout de suite avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors Thibaut, je crois que vous êtes retourné à l'école ou plutôt à la cantine. Et oui Nathalie, j'ai visité une cantine scolaire modèle. Et pourquoi modèle ? C'est parce qu'on y mange uniquement des produits bio. C'est d'ailleurs la première cantine 100% bio d'Occitanie. Elle se trouve à La Grolée dans le Gers, au pays du bon vivre. Et chaque jour, ce sont 40 écoliers qui en profitent grâce au maire de la commune, Nicolas Mélier, qui milite pour le bio, le bon, le local. Écoutez, il va nous expliquer tout ça. Pour moi, il était naturel de m'orienter vers le bio, étant donné que je suis déjà agriculteur bio depuis plus de 30 ans et que je suis sensible à l'éducation alimentaire de mes enfants. Et d'autant plus qu'on est dans un département pour lequel la gastronomie était quand même un facteur fort dans nos origines, dans nos gènes, quoi. Donc pour moi c'était évident. Et aujourd'hui la qualité est synonyme pour moi de bio. C'est une façon aussi de promouvoir l'agriculture bio du département et c'est le rôle des collectivités aussi d'aider nos agriculteurs. Il y a un double intérêt, aider nos agriculteurs et éduquer nos enfants et les nourrir sainement. Parce que l'aspect pédagogique, voilà, les enfants mangent bien, ça leur donne l'habitude de bien manger. Oui, vous avez raison, l'aspect pédagogique est aussi important que la qualité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, quand on éduque nos enfants à bien manger, on éduque le consommateur de demain. Donc aujourd'hui, c'est pas toujours un travail facile d'éduquer des enfants qui ne sont pas toujours même chez eux, éduqués à manger, parce que des fois, les gens travaillent, on mange simplement au plus vite, et là, on rééduque les enfants à manger des choses différentes, des recettes qui sont jamais les mêmes, des goûts qui sont différents. Sur le prix d'un repas, est-ce qu'il y a un surcoût économique quand on passe en 100% bio et en circuit court ? J'allais vous dire oui, parce que le bio doit être payé plus cher. Le bio doit être valorisé, nos agriculteurs doivent être valorisés. On ne doit pas rentrer dans le système qu'on a connu depuis 30 ans de toujours tirer sur l'agriculteur pour nourrir les gens moins chers. Mais malgré tout, je vous dirais non. Parce qu'aujourd'hui, en travaillant en circuit court, on arrive à manger au même prix qu'on mangeait en conventionnel autrefois. Donc c'est pas la nourriture qui coûte moins cher, la nourriture coûte plus cher, mais le fait de travailler en circuit court permet de valoriser mieux nos agriculteurs et nous de ne pas manger plus cher. Aujourd'hui, nous on n'a pas augmenté le prix de la denrée dans l'assiette, je dirais même qu'on l'a peut-être un peu baissé par le circuit court, mais court, très court. Vous êtes allé très très loin dans le côté circuit court, puisqu'il y a un potager qui est à quelques mètres d'ici. Oui, c'était pas forcément une volonté de créer un potager, mais ça a été une évidence car on a identifié les producteurs en circuit court et notre cantine étant une petite cantine de 40 enfants, on s'est aperçu que pour avoir 5 légumes par jour, donc en gros 5-6 kilos de légumes par jour, personne n'allait nous livrer en frais. Donc on en a conclu qu'il fallait produire nous-mêmes les légumes. C'est un choix très fort en effet Thibaut. Alors j'imagine que d'autres communes vont lui emboîter le pas. Bon, c'est bien possible. D'ailleurs, Nicolas Mélier m'a expliqué que ce choix du bio avait été un facteur de développement pour La Grolée, qui a vu le nombre de ses habitants fortement augmenter depuis 3 ans. Et qu'en pensent les enfants ? C'est quand même les premiers concernés. Bah oui, si on les écoutait. Oui, c'est super. J'aime beaucoup manger à la cantine, c'est splendide. Parfois, je fais comme les adultes, je mange beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères à la cantine ? Les tomates, des pâtes, la saucisse, de la salade. Et c'est bon, j'imagine ? Oui. C'est bon. Est-ce que tu sais qu'il y a un potager ? Oui, je sais. Il y a quoi dans le potager ? Il y a des tomates, il y a de la salade, il y a des radis, des courgettes et après je sais pas. C'est pas ? Oui, on le visite souvent et on est allé planter des betteraves, je me souviens, et on y plante des légumes. Merci beaucoup Thibaut. On voit que nourrir nos enfants avec une alimentation saine, sûre à partir de produits locaux, c'est tout à fait possible. En même temps, vous êtes un bel ambassadeur du Gers. Vous aimez nous mettre le pays en du avant. bon vivre, ça tombe bien en ce jour de Pâques où de bonnes choses sont sur nos tables. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon dimanche de Pâques.